J'ai 4,28 ans et hier, pour la première fois en 60 ans, j'ai passé une journée entière sans parler à personne de ma famille. Je n'étais pas triste, j'étais soulagé. Vous croyez que vieillir, c'est devenir invisible? Que c'est une tragédie d'être oublié par ses enfants, ignoré par ses petits-enfants? Moi aussi je le croyais. J'ai passé des années à me battre contre cette invisibilité, à mendier leur attention, à jouer le grand-père parfait pour mériter leur amour. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose qui va vous choquer. L'invisibilité, ce n'est pas une punition, c'est un cadeau. Le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à mon âge. Je vais vous raconter comment j'ai découvert que le bonheur, ça n'a rien à voir avec être nécessaire. Comment j'ai appris à être heureux, complètement seul. Si cette histoire vous touche, si elle fait écho à quelque chose en vous, abonnez-vous à cette chaîne. Et surtout, laissez-moi un commentaire. Dites-moi si vous aussi, vous avez déjà ressenti ce poids d'être invisible. Parce que parfois, se sentir seul, ça aide de savoir qu'on n'est pas seul à se sentir seul. Vous savez ce qu'ils ont dit le jour de mon pot de départ? Marcel va enfin avoir du temps pour sa famille. 40 ans à l'usine textile, et c'est ça qu'ils retiennent. Du temps pour ma famille. J'ai souri, j'ai serré des mains. J'ai bu ce champagne industriel dans des gobelets en plastique qui craquaient sous les doigts. Le sol en béton était taché d'huile, comme toujours. Les néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes comme des guêpes en colère. Et moi, je pensais du temps pour ma famille, mais j'ai travaillé pour eux pendant 40 ans. Qui m'a demandé ce que je voulais faire de ce temps? Personne, évidemment. Françoise était là ce jour-là, souriante dans sa robe bleue, celle qu'elle mettait pour les grandes occasions. Elle me regardait avec fierté comme si j'avais accompli quelque chose d'extraordinaire. Prendre sa retraite. Après 4 décennies à respirer la poussière de coton et à subir les cadences, j'avais enfin le droit de... Quoi? D'être grand-père à plein temps? Tu vas pouvoir t'occuper de tes petits-enfants, me disait-elle en rentrant à la maison. Antoine a toujours besoin d'aide avec les devoirs de Camille, bien sûr. Antoine avait besoin, Sylvie avait besoin, les petits avaient besoin. Tout le monde avait besoin de Marcel, l'ancien syndicaliste qui savait réparer les robinets et expliquer les fractions. Marcel, l'homme utile. Je me souviens des premiers mois, je me levais à 6 heures, par habitude. Mais au lieu d'aller à l'usine, je restais en pyjama jusqu'à 9 heures. Françoise préparait le café, nous nous asseyions à cette table, là où vous me voyez maintenant. Elle parlait de sa journée à venir, le marché, sa sœur Monique, les fleurs à arroser. Moi, je hochais la tête. J'écoutais, mais déjà, quelque chose clochait. Le mercredi, j'allais chercher Camille à l'école, une gamine de 8 ans qui parlait sans arrêt de ses copines, de ses dessins, de tout et de rien. Elle grimpait dans mes bras, sentait bon le savon et les crayons de couleur. « Grand-père Marcel, tu m'aides pour mes maths ?» Et moi, je disais oui, toujours oui. Le dimanche, nous allions chez Antoine et Sylvie. Grande maison dans la banlieue, pelouse tondue au millimètre, meubles blancs qui donnaient l'impression qu'on ne devait rien toucher. Sylvie cuisinait un rôti qu'elle réussissait mal, toujours un peu cramé d'un côté. Mais je souriais, je complimentais, je redemandais des légumes. « Alors papa, comment ça va la retraite ?» Antoine s'installait face à moi, cravate desserrée, l'air fatigué de celui qui travaille trop. « Tu t'ennuies pas trop ?» M'ennuyer? Je ne savais même plus ce que ça voulait dire. J'étais occupé, constamment occupé à être celui qu'ils attendaient que je sois. Le grand-père disponible, le père qui ne se plaint jamais. L'homme qui a du temps, enfin. Non, non, je m'habitue. Je répondais en découpant ma viande trop cuite. Mais la vérité, c'est que je me sentais comme un acteur qui joue le même rôle depuis des décennies. Marcel le dévoué, Marcel le généreux de son temps, Marcel qui dit toujours oui.
Et puis Françoise est tombée malade. Cancer, 6 mois. Chimiothérapie, espoir, rechute. Je l'ai accompagnée à tous les rendez-vous. J'ai tenu sa main dans les salles d'attente qui sentaient l'antiseptique et la peur. Les enfants venaient nous voir, bien sûr. Ils apportaient des fleurs, des magazines, des sourires un peu forcés. « Comment tu tiens le coup, papa ?» me demandait ma fille Claire en embrassant Françoise sur le front. Comment je tenais le coup? Je ne me posais même pas la question. On tient, c'est tout. On fait ce qu'il faut faire. Et puis, un mardi matin de novembre, Françoise ne s'est pas réveillée. J'étais seul, pour la première fois de ma vie d'adulte, vraiment seul. Les premiers jours, après l'enterrement, la maison était pleine. Antoine, Claire, les petits-enfants, des voisins qui apportaient des plats cuisinés dans des Tupperware. Tout le monde voulait s'assurer que papa va bien, que grand-père n'est pas tout seul. Mais ils sont repartis, un par un, retour à leur vie, leur travail, leurs obligations. Normal, logique. Et moi, je me suis retrouvé face à cette cuisine trop silencieuse. Vous voyez cette table ? Pendant des semaines, j'ai continué à mettre 2 couverts, par automatisme. Le matin, je sortais sa tasse à café, celle avec les petites fleurs bleues qu'elle aimait tant. Je la posais à sa place habituelle, en face de moi. Puis, je réalisais. Elle était vide. Elle resterait vide. Mais je la laissais quand même. L'odeur de son savon à la lavande flottait encore sur les torchons. Ses chaussons étaient rangés sous le radiateur de l'entrée. Son livre, ouvert à la page 247, attendait sur la table de chevet. Comme si elle allait revenir d'une course et reprendre sa lecture. « Il faut que tu restes actif, Marcel », me répétait-il au téléphone. Claire appelait tous les mardis à 18 heures précises. « Tu peux pas rester enfermé. Maman n'aurait pas voulu ça. » Actif. Rester actif. Alors j'ai essayé. Le lundi, course au marché. Le mercredi, rendez-vous médical pour mon genou. Le samedi, visite chez le coiffeur. Le dimanche, déjeuner en famille. Ah, ces déjeuners! Je me souviens particulièrement de celui pour mon anniversaire. Mes 80 ans. Ils avaient réservé une table au restaurant du centre commercial. Vous savez, un de ces endroits avec la musique trop forte et les serveurs qui courent partout. J'étais assis au bout de la table. Antoine à ma droite, Claire à ma gauche, les petits-enfants en face, penchés sur leur téléphone. Sylvie expliquait ses projets de rénovation de la salle de bain. Claire parlait des problèmes de discipline à l'école où elle enseigne. Et moi, j'écoutais, je hochais la tête, je souriais au bon moment. « Tu vas bien, papa ? Tu es silencieux, » m'a dit Claire en découpant sa viande. « Silencieux ? Quand est-ce qu'on m'avait donné l'occasion de parler ? Il discutait de gens que je ne connais pas, de problèmes qui ne me concernent pas, de projets auxquels je ne participe pas. Ça va, je vous écoute. » Camille, ma petite fille, 16 ans maintenant, a levé les yeux de son écran le temps de me lancer un joyeux anniversaire grand-père mécanique, puis elle est retournée à sa conversation virtuelle avec des amis qui avaient l'air plus intéressants que sa famille. Le gâteau est arrivé. Bougies, chansons fredonnées sans conviction. Fais un vœu, Marcel. Un vœu? À 80 ans, qu'est-ce qu'on peut encore souhaiter? Que ma jambe me fasse moins mal? Que Françoise revienne? Que mes enfants me regardent vraiment quand ils me parlent? J'ai soufflé les bougies, ils ont applaudi. J'ai dit merci. On a mangé le gâteau au chocolat trop sucré en parlant des vacances d'été que je ne partagerai pas. Et puis, la semaine suivante, j'ai eu la grippe. 3 jours de fièvre, seul dans mon lit. Je toussais, je grelottais sous mes couvertures qui sentaient encore un peu Françoise. Le frigo était vide. J'avais des crackers rassis dans le placard et de l'eau du robinet. Personne n'a appelé. Pas par méchanceté, simplement, ils ont oublié.
Chacun pensait que l'autre s'occupait du vieux Marcel. Antoine était en déplacement professionnel. Claire préparait ses examens de fin d'année. Les petits-enfants avaient leur vie d'adolescents. Le troisième jour, j'ai regardé par la fenêtre. Les voisins promenaient leurs chiens. Madame Bernard arrosait ses géraniums. La vie continuait, normale, indifférente. Et j'ai compris quelque chose. Je n'étais plus un père. J'étais devenu un devoir. Une case à cocher sur leur liste de choses à faire. Appeler papa, fait. Inviter papa dimanche, fait. S'occuper de papa, fait. J'avais élevé 3 enfants pour qu'ils soient indépendants. J'avais si bien réussi qu'ils avaient oublié qu'ils avaient un père. Et puis il y a eu ce Noël, décembre 2023, le dernier où j'ai fait semblant. J'étais assis dans le salon d'Antoine. Vous savez, ce salon avec les meubles blancs et le sapin artificiel qui sentait le plastique parfumé. Les cadeaux s'empilaient sous les branches en plastique. Des paquets magnifiquement emballés dans du papier doré avec des rubans qui coûtent plus cher que mes courses de la semaine. Camille et son frère Thomas déballaient leurs présents, des gadgets électroniques, des vêtements de marque, des trucs dont je ne comprends même pas l'utilité. Ils criaient de joie, s'embrassaient, se prenaient en photo pour leurs réseaux sociaux. Moi, j'avais un livre dans les mains, un livre sur l'histoire de Lyon que quelqu'un avait visiblement attrapé en vitesse dans une station-service, encore emballé dans son plastique, avec l'étiquette de prix qui dépassait. « C'est de la part de qui, ce livre ?» j'ai demandé, silence gêné, regard qui s'évitent. « De nous tous, papa. On s'est dit que tu aimais lire », a fini par dire Claire. De nous tous, personne en particulier, personne qui avait pensé spécifiquement à moi, à ce qui me ferait plaisir. Juste un truc pour Marcel parce qu'il faut bien qu'il ait quelque chose à déballer. J'ai souri. J'ai dit « merci ». J'ai posé le livre sur mes genoux et j'ai regardé ma famille échanger des blagues que je ne comprenais pas, des références à des films que je n'ai pas vus, des souvenirs auxquels je n'ai pas participé. Tu te souviens, maman, quand on est allé à Center Park l'été dernier? Thomas racontait leurs vacances en famille. Vacances dont j'avais entendu parler après coup par une photo sur Facebook. Oh oui! Et quand papa a essayé de faire du kayak, éclat de rire général. Papa, Antoine était papa maintenant. Moi j'étais, quoi, grand-père Marcel, l'homme au livre de station-service. J'ai regardé autour de moi. Sylvie dans la cuisine, affairée à réchauffer le repas de traiteur. Antoine qui prenait des photos pour immortaliser ce beau moment en famille. Claire qui essayait de faire manger sa plus jeune, Léa, 3 ans, qui ne me connaît qu'en tant que monsieur qui vient parfois. Et moi, assis dans ce fauteuil beige, avec mon livre sur les genoux, invisible. C'est là que j'ai compris. Je n'étais plus là par amour, j'étais là par obligation, la leur et la mienne. Combien d'années j'avais passé dans ces déjeuners, ces dîners, ces fêtes, à jouer le rôle du patriarche content, à hocher la tête, à poser des questions polies sur des vies qui m'échappent complètement. « Ça va, grand-père? Tu as l'air fatigué ?» m'a dit Camille en levant les yeux de son nouveau téléphone. « Fatigué? Oui, j'étais fatigué. Fatigué de faire semblant. Fatigué de sourire quand je n'en ai pas envie. Fatigué d'être un figurant dans une pièce de théâtre que je n'ai pas choisie. Non, ça va. Je réfléchissais. À quoi tu réfléchis? Bonne question. À quoi je réfléchissais? À la façon dont on devient transparent sans s'en apercevoir. À la façon dont l'amour peut se transformer en habitude puis en corvée. À rien d'important. Les semaines qui ont suivi, quelque chose a changé en moi. Un dimanche matin, le téléphone a sonné. Antoine qui appelait pour sa visite hebdomadaire. Cette fois, je n'ai pas décroché. Je suis resté assis à ma table de cuisine avec mon café et mon journal. J'ai écouté la sonnerie, puis le silence, puis le petit bip du répondeur. « Salut papa, c'est Antoine. »
Je voulais prendre des nouvelles. Rappelle si tu as besoin de quelque chose. Bisous. Besoin de quelque chose. Toujours cette même formule. Si tu as besoin de quelque chose. Comme si j'étais un service d'urgence qu'on contacte en cas de problème. Et vous savez quoi? Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Le silence après la sonnerie était doux. Pas oppressant. Doux. J'ai bu mon café tranquillement. J'ai lu mon journal de la première à la dernière page, y compris les petites annonces et la météo marine que je ne comprends pas. Et j'ai réalisé que je n'avais pas envie de rappeler. C'est le mardi suivant que tout a basculé. Un mardi ordinaire. Pas de rendez-vous, pas d'obligation, personne qui m'attendait quelque part. Je me suis levé sans regarder l'horloge. Pour la première fois depuis... Depuis quand? Depuis que j'ai commencé à travailler, peut-être. J'ai préparé mon café. Fort, comme je l'aime. Pas comme Françoise le faisait. Trop léger pour moi, mais parfait pour elle. Mon café à moi, dans ma tasse à moi. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai rangé la deuxième chaise. Cette chaise en face de moi, celle de Françoise, que je gardais comme un autel. Je l'ai poussée contre le mur. J'ai plié son set de table aux petites fleurs. Je l'ai rangé dans le tiroir. Sa tasse, je l'ai lavée et remise dans le placard. Le grattement des pieds de chaise sur le lino, l'écho dans la cuisine soudain plus spacious, ma seule assiette, parfaitement centrée sur la table, au lieu d'avoir l'air abandonné. Et je me suis assis, seul, vraiment seul, pour la première fois en 60 ans. C'était libérateur. Vers 10 heures, j'ai mis ma veste et je suis sorti. Pas pour aller quelque part en particulier, juste pour sortir. Mes jambes m'ont porté vers le café de la rue des Marronniers. Vous connaissez? Le petit bistrot avec le comptoir en zinc et la patronne qui a toujours un mot gentil. Bonjour Marcel, café serré comme d'habitude. Simone me connaît depuis 15 ans, pas comme le grand-père de quelqu'un ou le mari de quelqu'un. Juste Marcel, l'homme qui aime son café fort et lit son journal en silence. Je me suis installé près de la fenêtre. Le soleil entrait par les carreaux un peu sales, ça sentait l'espresso et les croissants frais. J'ai ouvert Le Progrès et j'ai commencé à lire, vraiment lire, pas survoler en pensant à autre chose. Un article sur la rénovation du Vieux Lyon. Un fait divers sur un chat coincé dans un arbre. La rubrique nécrologique où je reconnais parfois un nom. Les résultats sportifs que je ne suis plus mais que je lis par habitude. 1 heure, puis 2. Personne ne m'attendait. Personne ne se demandait où était Marcel. J'existais juste pour moi dans ce moment-là. Vous reprenez quelque chose? M'a demandé Simone. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand est-ce que j'avais dit ça pour la dernière fois? Quand est-ce que j'avais fait quelque chose juste parce que j'en avais envie? En rentrant, j'ai croisé Madame Bernard qui arrosait ses géraniums, une veuve comme moi, 72 ans, des chevets qui sentent toujours la cannelle et un chat tigré qui se prélasse sur le rebord de sa fenêtre. Bonjour Marcel, belle journée, non? On a parlé, vraiment parlé, de la pluie qui fait du bien aux plantes, du prix des tomates au marché, de son neveu ingrat qui ne lui donne jamais de nouvelles, de mon genou qui me fait moins mal depuis que je marche davantage, des vraies conversations, pas des politesses, pas du théâtre. Elle me voyait, moi, Marcel Dubois, 78 ans, retraité, veuf, homme qui existe par lui-même. Vous savez, Marcel, on devrait prendre le café ensemble un de ces matins. Avec plaisir, Thérèse. Et j'ai continué ma route vers chez moi, vers ma cuisine, ma table pour une personne, mon silence choisi. Les jours ont passé, puis les semaines. Le téléphone sonnait parfois. Claire le mercredi, Antoine le dimanche. Je décrochais quand j'en avais envie, sinon le répondeur se chargeait du reste. « Salut papa, on voulait juste prendre des nouvelles.
rappelle-nous, mais moins souvent qu'avant. Il s'habituait à mon silence, et moi, je m'habituais à ma liberté. Hier soir, dimanche, j'étais assis dans mon fauteuil, celui près de la fenêtre où la lumière est parfaite pour lire. J'avais un livre, un vrai livre que j'avais choisi moi-même, pas un cadeau de station-service. Du Camus, L'étranger. Dehors, les familles rentraient de leur dimanche obligatoire. Enfants fatigués, parents pressés, grands-parents traînés dans les repas de famille. Et moi, j'étais bien. Seul, mais bien. Pas lonely, libre. J'ai compris quelque chose ce dimanche-là. Pendant 80 ans, j'ai cru que le bonheur, c'était d'être nécessaire, d'être le père, le grand-père, l'homme sur qui on compte. Mais je me trompais. Le bonheur, c'est d'être suffisant. Juste moi, dans ce fauteuil, avec ce livre, dans ce moment, enfin suffisant. Je suis invisible pour ma famille, parfait. Ça veut dire que je peux enfin être visible pour moi-même. Et vous savez quoi? Je suis heureux, vraiment heureux, sans personne à mes côtés, pour la première fois de ma vie.